Eh bien voilà, je suis toujours au hall 7, au pied de la scène Agora. Ici, c'est le stand 7C2. Je suis chez FOSS et FOSS est le leader de solutions analytiques pour l'agroalimentaire. Et à côté de moi, Michael. Mais encore, Michael, qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'abord, merci Juliana. Merci de venir sur le stand FOSS. Donc on est sur le hall 7, au stand C2. Et effectivement, on est fournisseur de solutions analytiques pour l'agroalimentaire. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que FOSS est une société qui est de plus de 60 ans en France. On adresse l'agroalimentaire très spécifiquement avec le domaine comme le vin, le domaine laitier, le domaine des produits carnés, des céréales, pour faire des prestations analytiques. Donc on a du matériel analytique qui permet, en proche infrarouge, en méthode rapide, de mesurer humidité, matière grasse, protéines, collagène, sel, sodium, paramètres énergétiques pour les étiquettes. Tu sais, les étiquettes que l'on voit voilà, sur tous les produits agroalimentaires, c'est chez FOSS. Et on n'oublie pas d'optimiser et d'utiliser au mieux ces matières premières. Avec nous, Juliana. Un peu de colle avec mon micro, Michael, mais super bien. Vous avez tout compris, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si jamais, par exemple, j'ai envie d'acheter de steak haché, c'est marqué 25% de matière grasse. Grâce à eux, la mesure, elle est correcte. Alors, nous avons une annonce. Merci, Juliana. Merci, Michael. À bientôt. À très bientôt. Oui, je vais lancer maintenant. Donc, Delphine Tchek est chargée de mission économie à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Elle nous plonge dans la stratégie de guerre des taxes depuis l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche et l'augmentation des droits de douane. La menace grande, le secteur agroalimentaire s'inquiète et Delphine Tchek nous interpelle. Et si des opportunités à saisir se dessinaient malgré tout dans le chaos des marchés mondiaux, c'est à vous, Delphine. Merci Juliana. Donc je vais vous présenter effectivement donc Trump, la guerre des taxes est déclarée. Oui et ok alors voilà. Trump, la guerre des taxes est déclarée. Donc effectivement, Trump est arrivé à la Maison Blanche depuis maintenant un peu plus d'un mois et il s'est passé déjà beaucoup de choses. Tout d'abord, je voulais commencer cette présentation par une petite citation pour vous donner un petit peu la teneur de ce qui va se passer aujourd'hui. La citation, donc, elle vient de Donald Trump le 15 octobre dernier. Pour moi, le plus beau mot du dictionnaire, c'est « droit de douane ». C'est mon mot préféré. Donc, il a dit ça devant le Club économique de Chicago et cela montre bien que les droits de douane, ça va vraiment être la passion de Donald Trump qui va les utiliser un petit peu à tort et à travers dans sa politique commerciale. En tout cas, c'est ce qu'on voit là aujourd'hui dans le début de son mandat. Donc, le tarif douanier, déjà, je ne vous ai pas expliqué, le tarif douanier, c'est une taxe qui est prélevée sur les produits étrangers à l'entrée du pays. On va commencer tout d'abord par une petite chronologie de ces dernières semaines. Donc, il est entré à la Maison-Blanche le 20 janvier dernier. Il est retourné donc à la Maison-Blanche. Et en fait, il paraît omniprésent dans les informations en ce moment, si bien qu'on peut vraiment s'y perdre. Donc, sur le premier mois de sa mandature, il a pris 72 décrets présidentiels. 72, donc c'est colossal, c'est 2 fois plus que Joe Biden et c'est 5 fois plus que Barack Obama lors de son premier mandat. Donc vraiment, il a pris beaucoup de décrets. Et pendant cette première salve de décrets, le président républicain il s'est principalement concentré sur le démantèlement de l'État fédéral, la dérégulation et les guerres culturelles. L'économie, au final, elle est arrivée qu'en second plan début février. Donald Trump, il a déclaré l'état d'urgence économique début février afin d'imposer donc des droits de douane. Tout d'abord, il a commencé par des droits de douane donc de 10% sur la Chine à partir du 4 février 2025. Il y a déjà eu donc 10%. Ensuite, il a annoncé des droits de douane sur le Canada et le Mexique, donc plus 25%. C'était initialement annoncé le 4 février, puis au final, ça a été reporté. Donc, c'est en vigueur depuis hier, le 4 mars. Le 4 mars, il a aussi rajouté 10% en plus pour les importations donc en provenance de la Chine.
Et ensuite, on savait bien que ça allait arriver sur l'Union européenne. Ça y est, il a annoncé le 26 février dernier que l'Union européenne, elle aussi, serait taxée à l'importation. Le taux, on ne le savait pas, mais on l'a su du coup le 26 février, c'est plus 25%. Et dans son discours qu'il a tenu cette nuit, il nous a dit que ce serait à partir du 2 avril. Donc du coup, c'est pas à jour, mais voilà, c'était cette nuit. Ensuite, en parallèle de ces mesures qui sont dirigées spécifiquement vers des pays, on a aussi des mesures qui sont dirigées spécifiquement vers des biens précis. Donc on a plus 25% sur l'acier et l'aluminium. Ça, c'est les mêmes choses que lors de son premier mandat. Il a tout de suite remis l'acier et l'aluminium. Il l'a annoncé du coup début février, mais ça va être en vigueur à partir du 12 mars. Il a annoncé donc le 1er mars une enquête sur les importations de bois. Donc vraiment la sylviculture pour lui c'était aussi extrêmement important. Donc là c'est vraiment principalement le Canada qui est ciblé également. Et pareil, dernière annonce en date qui va particulièrement nous concerner, c'est à partir du 2 avril une taxe sur les produits agricoles qui vont entrer sur les États-Unis. Par contre là on ne connaît pas encore le taux qui va être concerné pour ces produits. Donc clairement, ces premières semaines à la tête de la Maison-Blanche, elles démontrent que le président y met en œuvre la politique commerciale protectionniste qu'il avait annoncée pendant sa campagne. Cependant, pendant sa campagne, il avait dit qu'il ferait des taxes universelles, la même chose pour tout le monde. Au final, on voit que c'est des taxes qui sont spécifiques et ciblées, soit par pays, soit par produit. Et dernière chose, Donald Trump, il manie très bien la communication, les menaces et les sanctions. Et en fait, pour le moment, il n'est pas évident de savoir à quoi s'attendre avec Donald Trump, puisque toute cette politique de taxes, ça va influer très fortement l'inflation aux États-Unis, qui va forcément augmenter, puisque ça augmente les coûts des produits qui sont importés. Et il a été élu, lui, sur une promesse de baisse des prix. Donc clairement, aujourd'hui, il y a vraiment un indice de confiance des consommateurs qui est en train de plonger, ce qui fait que les dernières mesures là, qui ne sont pas encore mises en place, peut-être qu'elles pourraient aussi être reportées. On n'est jamais sûr de rien avec Donald Trump. Donc voilà, ça c'était la petite chronologie. Ensuite, on va venir pour voir spécifiquement qu'est-ce que ça va impacter chez nous en Europe. Donc déjà, clairement, l'Union européenne, elle est dépendante du marché européen, puisque les États-Unis, c'est le premier partenaire de l'Union européenne à l'export, que ce soit pour les exportations de biens comme les exportations de services. Cette dépendance au marché européen, elle ne fait que se renforcer sur ces dernières années. Et ça rend l'Union européenne très vulnérable au choc potentiel de cette politique commerciale de Donald Trump. Les secteurs les plus impactants et qui seront les plus impactés par cette politique, c'est les machines, notamment tout ce qui est machines agricoles et agroalimentaires aussi, les véhicules, les produits chimiques. Et ça, ces trois secteurs-là, machines, véhicules et produits chimiques, ça représentait 68% des exportations de l'Union européenne vers les États-Unis en 2024. 68%, donc c'est vraiment colossal et ce seraient forcément ces secteurs les plus touchés. L'Allemagne, qui est la locomotive économique de l'Union européenne, elle est en première ligne, forcément, puisque ces secteurs-là, c'est principalement l'Allemagne qui est en ligne dessus. Ensuite, les entreprises européennes, elles vont être très bousculées par cette nouvelle donne économique, parce que si les États-Unis imposent des droits de douane sur les produits des entreprises françaises, forcément ceux-ci vont être plus chers à l'achat et donc mathématiquement ils seront moins vendus. Le consommateur américain sera moins aux achats pour les produits européens. De plus, deuxième conséquence pour les entreprises européennes, c'est que si on a d'autres pays qui ont également des droits de douane supplémentaires, ce qui est le cas, on l'a vu juste avant avec, pour le moment, le Mexique, le Canada et surtout la Chine, s'ils ont des droits de douane supplémentaires, ils vont peut-être réorienter leurs produits vers le marché européen puisqu'ils seront devenus trop chers à vendre pour les États-Unis. Et ça va accroître la concurrence qui sera encore plus difficile pour les entreprises européennes. Les difficultés que les entreprises vont rencontrer à la vente vont aussi se répercuter à l'achat pour leur approvisionnement qui risque aussi d'être de plus en plus difficile. Donc les chaînes d'approvisionnement vont aussi être bousculées. Et enfin, dernier élément, on a beaucoup d'incertitudes, on a clairement un manque de visibilité et de stabilité de cette politique. Et tout ça, ça peut entraîner un report des investissements des entreprises, ce qui constituerait un frein supplémentaire à la croissance économique.
Donc là, c'était de manière globale sur l'Union européenne. Ensuite, maintenant, on va cibler un petit peu les impacts sur les filières agricoles et agroalimentaires. Et on va se mettre au niveau français. Donc les États-Unis, c'est un partenaire qui est privilégié pour les filières françaises. En 2023, le courant d'affaires des exportations françaises de produits donc, agricoles et agroalimentaires vers les États-Unis s'est élevé à 5,42 milliards d'euros. Donc c'est extrêmement important. Les États-Unis, ce sont le 6e client des filières françaises. C'est le 2e quand on parle uniquement des pays tiers, donc en dehors de l'Union européenne. Le premier, c'est le Royaume-Uni, et le 2e, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis sont devant la Chine en termes de courant d'affaires. Et le flux commercial, il représente environ 6% du chiffre d'affaires export de l'agroalimentaire français. Donc c'est vraiment un marché qui compte et un marché important pour l'agroalimentaire français. Le marché américain, c'est un marché qui est dynamique, contrairement donc au marché de l'Union européenne. En 2024, la croissance de l'économie américaine, elle a été très vigoureuse. C'est plus 2,8% de croissance, donc c'est 3 fois plus que la croissance de l'Union européenne. Donc c'est vraiment un marché important et sur lequel du coup, les entreprises peuvent compter. Hop. Donc, donc les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale et c'est un pays qui a une population à fort pouvoir d'achat. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le laisser de côté malgré les difficultés que l'on va rencontrer dans les prochaines années. Et dernière chose, reconnus pour leur qualité, les produits français, ils sont très bien implantés aux États-Unis. Ils sont connus et reconnus, donc c'est quelque chose qu'il faut cultiver. Et les produits français, ils occupent une position privilégiée sur des segments milieu et haut de gamme dans les magasins aux États-Unis. Donc c'est un indispensable à conserver malgré les turbulences commerciales à venir. Donc, on a fait le panorama global des filières agricoles et agroalimentaires. Maintenant, on va regarder par catégorie pour voir un petit peu quelles sont les catégories les plus ciblées et les plus sensibles à ce qui va se passer avec Donald Trump. Alors là, vous voyez la répartition des exportations françaises des produits alimentaires à destination des États-Unis. Donc c'est la source Business France. Les deux premières portions du camembert, donc le 41% et le 28%, c'est les vins et spiritueux. Donc clairement, c'est la filière vins et spiritueux qui constitue les 2/3 des exportations françaises vers les États-Unis. Et ça représente 2,36 milliards d'euros en 2023. Les États-Unis, donc c'est les premiers acheteurs de vins et spiritueux français. Donc la France, c'est le premier fournisseur des États-Unis, donc ils ne pourront pas s'en passer, même si du coup il y aura probablement une diminution des ventes. Le pays, donc les États-Unis, ça représente 20% des exportations françaises de vins et spiritueux. Et donc les vins et spiritueux, ils ont déjà connu ces taxes-là lors du premier mandat de Donald Trump. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent malheureusement. Et si on remettait de telles taxes, ce serait particulièrement douloureux, notamment pour le cognac, puisque le cognac, dans le même temps, est en train de subir des taxes anti-dumping par la Chine. Donc ils ont aussi des grosses difficultés pour exporter vers la Chine. Donc leurs deux principaux marchés sont très perturbés en ce moment. Ensuite, si on continue le camembert, donc les 5% qui sont là, c'est les produits laitiers. Donc les produits laitiers, on a environ 300 millions de dollars qui sont exportés en 2023 et ça fait des États-Unis donc le 8e client des produits laitiers français. La France, c'est le 3e fournisseur des États-Unis en termes de produits laitiers. Et si on regarde spécifiquement en termes de catégorie de produits laitiers, pour les fromages et les yaourts, c'est le 2e fournisseur. C'est le 2e fournisseur pour les fromages avec 12% des parts de marché dans les importations. Et c'est le 2e pour les yaourts avec 37% des parts de marché dans les importations. Donc clairement, les produits laitiers français sont très présents et très bien installés dans le marché américain. Hop. Ensuite, on va arriver du coup sur les dernières catégories. Les dernières catégories, donc vous voyez, on a
5% c'est les préparations à base de céréales et de lait, 5% les préparations à base de fruits et légumes et 17% toutes les autres catégories. Dans ces 3 catégories-là, on a ce qu'on appelle les produits d'épicerie. Les produits d'épicerie, donc ça rassemble de nombreux produits agroalimentaires, chocolat, confiserie, produits de boulangerie, pâtisserie et biscuiterie, qui est très important notamment pour notre région Bretagne. Et donc sur ces produits d'épicerie, les exportations vers les États-Unis ont cumulé 732 millions d'euros en 2023. Les États-Unis, c'est notre deuxième débouché pays tiers, là aussi derrière le Royaume-Uni, et c'est notre 6e client si on compte aussi l'Union européenne. Donc voilà un petit peu les 3 grands secteurs qui vont être impactés par les droits de douane de Donald Trump. À noter un dernier élément, que si la France, elle pâtit des droits de douane en 2025 et pendant toute la mandature de Donald Trump, il faut savoir que ses concurrents à la France, donc notamment on pense à l'Italie pour les vins et à l'Irlande pour les produits laitiers, ces concurrents ils vont être subis exactement à la même chose et aux mêmes droits de douane. Ils seront logés à la même enseigne. Donc, face à ces risques pour les filières agricoles et agroalimentaires françaises, quelle peut être la réaction européenne ? Alors clairement, la réaction européenne, normalement, elle se prépare depuis de nombreux mois, puisque Donald Trump l'annonce depuis de nombreux mois. Pendant toute sa campagne, il l'a dit. Et à chaque fois que l'Union européenne est questionnée sur le sujet, c'est toujours la notion de dialogue qui est systématiquement mise en avant pour trouver une solution face aux menaces de Trump. Donc, dans cette recherche de dialogue, dès que Donald Trump a commencé à annoncer notamment les taxes sur l'acier, le commissaire européen au commerce international s'est rendu à Washington les 19 et 20 février. Il s'est entretenu avec ses homologues américains pour essayer donc de rechercher un dialogue constructif pour éviter les conséquences négatives liées aux mesures et aux contre-mesures. Donald Trump a continué d'annoncer ce genre de mesures, donc pas très efficace en tout cas pour le moment. Deuxième chose, au niveau du Parlement, le Parlement européen, lui, milite également pour cette négociation. Clairement, lui, sa position, c'est de dire que conclure un accord avec Donald Trump, ce serait moins perturbant pour le commerce que mettre en place des tarifs douaniers, des contre-tarifs, etc., avec des mesures de rétorsion. Donc le Parlement européen est aussi dans cette recherche de négociation plutôt que de subir la guerre commerciale. Et enfin, on a aussi des initiatives propres à chaque filière. Et là, notamment, je voudrais en mettre une en avant. Il y a certains opérateurs dans la filière viticole, notamment, parce qu'on a vu que c'était eux les plus impactés en termes de chiffre d'affaires. Il y a certains opérateurs qui ont annoncé avoir payé des lobbyistes pour aller s'entretenir régulièrement avec l'administration Trump et essayer de les faire changer d'avis et de les convaincre que cette taxe, elle va aussi impacter leur économie, leurs consommateurs sur leur territoire. Donc voilà, il y a des lobbyistes qui sont en train d'essayer de faire changer d'avis l'administration Trump. Ensuite, la réaction européenne, c'est que clairement, là aujourd'hui, l'Union européenne, elle se prépare à aller encore plus loin. Face aux menaces de Trump, l'Union européenne, elle lance des avertissements. Donc elle promet d'abord le dialogue, mais ensuite, elle promet de réagir fermement, immédiatement, par des contre-mesures qui sont proportionnées. Alors clairement, quand on entend le mot immédiatement, on se dit oui, mais Trump il a déjà annoncé des choses et l'Union européenne pas encore. En fait, Trump a déjà annoncé des choses, mais quand je vous le disais tout à l'heure, l'Union européenne, le premier moment où elle est concernée, ça va être le 12 mars par les taxes sur l'acier et l'aluminium. Donc peut-être que le 12 mars, l'Union européenne va mettre en place des taxes. En tout cas, c'est ce qui serait logique suivant le discours qui transparaît de l'Union européenne, mais voilà, à ce jour, je ne peux pas vous le certifier. La deuxième chose, c'est le commissaire européen à l'agriculture qui a annoncé lors du salon de l'agriculture il y a quelques jours qu'il souhaitait la mise en place d'un filet de sécurité pour faire face au choc géopolitique. Mais voilà, il n'y a pas plus de précision à ce stade sur comment serait constituée cette enveloppe financière. Et enfin, dernier élément, c'est un petit rappel sur ce qui s'est passé en 2018, du coup sur l'ancienne mandature. Lors du premier mandat de Donald Trump, où il y avait déjà eu des taxes, notamment sur l'acier et l'aluminium, et aussi les vins, l'Europe, elle avait mis en place des contre-mesures avec des taxes douanières qui étaient ciblées sur certains produits bien spécifiques pour faire mal du coup à l'économie américaine. Et ces produits spécifiques, c'était les motos Harley-Davidson, le bourbon, les jeans, et le beurre de cacahuète et les cigarettes. C'était là-dessus du coup que l'Union européenne avait ciblé ces attaques.
Donc voilà, je vous disais que nous, peut-être qu'on réagira à partir du 12 mars. Il y a des pays déjà qui ont réagi dès aujourd'hui. Donc la Chine, elle a déjà réagi. Elle a mis en place des taxes agricoles spécifiques, puisque du coup, les États-Unis exportent beaucoup de leurs produits vers la Chine. Donc la Chine a mis en place des taxes à l'importation de 10 à 15% sur plusieurs produits, dont le poulet, le blé, le soja, la viande porcine, bovine, les produits laitiers, etc. Donc la Chine a déjà réagi. Ensuite, avec tous ces problèmes-là, on peut se dire, comme dans tous les chaos, il y a toujours des lueurs d'espoir. Donc on va essayer de voir si on peut saisir des opportunités, comme ça a été le cas dans la dernière mandature de Trump, où on a eu quelques opportunités sur d'autres pays alternatifs. Et notamment, on a mis en place un accord commercial avec le Japon qui s'est fait à cette période-là, pile pendant la mandature, puisque Trump s'était refermé sur lui avec sa politique protectionniste. Donc on va essayer de regarder si on a des pistes qui seraient intéressantes. Donc, en cas de surtaxation des exportations françaises par les États-Unis, on va avoir une baisse forcément des ventes sur le territoire, ce sera inévitable. Mais on a d'autres marchés tout aussi rentables qui pourraient compenser cette baisse, comme l'Amérique latine et le Canada. Donc ces pays, qui sont également touchés par les taxes américaines, pour le coup. Ces pays peuvent offrir des débouchés qui seront stratégiques pour permettre aux exportateurs français de diversifier leurs clients et de réduire leur dépendance au marché des États-Unis, puisqu'on a vu qu'il y en a quand même une forte dépendance suivant les produits sur ce marché-là. Hop. Ensuite, en réponse aux droits de douane qui ont été imposés par Trump, le Canada, il a également annoncé qu'il allait taxer à plus 25% plus de 1200 produits américains, dont les vins et les spiritueux. Donc les entreprises françaises, du coup, elles pourraient avoir un meilleur positionnement prix que les vins et spiritueux américains pour pouvoir répondre aux demandes du marché. Donc là, pour la catégorie vin et spiritueux, on peut clairement avoir un appel d'air qui pourrait être très intéressant et qui pourrait soulager du coup les filières viticoles et de spiritueux. Donc ça, c'est sur le Canada. Autre élément, on a l'Amérique latine. L'Amérique latine, aujourd'hui, elle est en pleine croissance. Elle est en pleine expansion et vraiment, même sans Trump, on aurait pu avoir des opportunités. Donc là, encore plus. Il y a des opportunités croissantes pour les produits français, notamment ceux qui sont labellisés AOP, parce qu'ils sont très appréciés au Mexique. Donc ça peut être vraiment une porte d'entrée très intéressante. Et on a d'autres marchés comme le Chili qui émergent également. Et là, sur le Chili notamment, il y a un fort potentiel pour l'exportation de fromage et les produits d'épicerie, où ils sont très friands de tous ces produits-là. Donc on pourrait avoir un potentiel et des alternatives intéressantes. Pour aller sur ces marchés-là et ces alternatives, il faut savoir que l'Union européenne, elle négocie très régulièrement des accords commerciaux avec les pays du monde entier, de manière générale, pas forcément aujourd'hui avec ce qui se passe avec Trump. Et donc, on pourrait profiter de ces accords commerciaux. En termes d'accords commerciaux, donc avec les pays que je viens de citer, on a donc le CETA, qui est l'accord avec le Canada. L'accord avec le Canada, il est mis en vigueur provisoirement depuis 2017. Et clairement, depuis 2017, on a vu, d'après les chiffres, que cet accord commercial, il est venu soutenir les performances à l'export des filières agricoles et agroalimentaires françaises. L'excédent commercial de ces secteurs a été multiplié par 3 entre 2017 et 2023. Et donc, clairement, la dynamique qui est engagée, elle ne demande qu'à se poursuivre. Et dans tous les cas, les chemins sont ouverts pour pouvoir aller sur le Canada. Deuxième élément sur les accords commerciaux. C'est les accords commerciaux qu'on a en cours avec l'Amérique latine et notamment le Chili et le Mexique. En fait, depuis quelques mois, ou quelques années même, l'Union européenne est en train de moderniser ses accords avec le Mexique et avec le Chili. Celui avec le Mexique vient juste de se terminer, celui avec le Chili pareil, et en fait le timing il est idéal. Je pense que l'Union européenne du coup y avait réfléchi. Le timing il est idéal puisque maintenant on va pouvoir bénéficier du pays donc en accès de droit, en franchise de droit au pays mexicain pour de nombreuses exportations agroalimentaires européennes. Donc clairement les flux qui allaient vers les États-Unis vont pouvoir aller vers le Mexique et le Chili si c'est possible. En tout cas s'ils le souhaitent dans tous les cas. L'Union européenne a mis en place cet accord pour cela. Et enfin, dernière chose,
je ne peux pas passer sous silence le Mercosur, qui a été signé en décembre mais qui n'est pas encore ratifié. Est-ce que du coup, dans ce contexte, le Mercosur va pouvoir redorer son blason? Parce qu'en fait, on le sait très bien que le Mercosur, même s'il a été signé, il est très controversé parce qu'il peut faire beaucoup de mal aux filières agricoles et agroalimentaires françaises. Mais maintenant, vu qu'on a ce problème aux États-Unis, est-ce que, pour le coup, ça peut être une alternative intéressante pour nous? Et est-ce que cette guerre commerciale avec les États-Unis peut faire changer d'avis les plus réfractaires sur le Mercosur? C'est quelque chose, du coup, à voir dans les prochains mois. Voilà un petit peu pour vous faire le panorama de cette guerre des taxes que mène Donald Trump et des impacts que ça peut avoir sur nous, sur nos filières agricoles et agroalimentaires en France. Plus largement, je voulais vous faire en conclusion, essayer de prendre un petit peu de hauteur et de regarder le monde tel qu'il est aujourd'hui. L'Union européenne, donc, qui est là au centre de cette carte, elle semble aujourd'hui acculée de toutes parts, puisqu'on a le protectionnisme de Donald Trump, qu'on vient de voir, mais en fait, c'est qu'une seule partie de l'équation que l'Union européenne a solutionné en ce moment, puisque donc on a Donald Trump d'un côté, de l'autre côté, on a la Chine, qui est aussi entrée en guerre commerciale avec l'Europe, et avec la Chine, c'est pareil, c'est œil pour œil, dent pour dent. On est en train de négocier des voitures électriques chinoises contre de l'agroalimentaire européen avec des taxes anti-dumping, etc. Donc là aussi, on a vraiment des taxes qui sont extrêmement importantes. Et tout cela, on en parle tous les jours sur un fond de guerre en Ukraine avec un agresseur russe qui est aux portes de l'Europe. Donc on a plein de choses. Les enjeux géopolitiques aujourd'hui sont vraiment cruciaux et c'est probablement l'heure du sursaut pour le vieux continent européen. La guerre des taxes déclarée par Trump, elle pourrait bien être le déclencheur du renouveau pour l'Union européenne. En tout cas, il faut l'espérer. Je vous remercie et voilà, je prends des questions s'il y en a. Merci beaucoup. Thank you.